Ça me mettait une pression sociale énorme, c'est-à-dire que je n'imaginais pas pouvoir échouer parce que pour moi, c'était la fin du monde. Les gens allaient se dire, mais quelle pauvre merde, hein, voilà. Bip. Qu'est-ce qui concrètement a fait passer de l'ancien Cédric au nouveau Cédric? Je travaillais toute la journée comme un acharné. Et je rentrais le soir, il était 22h, je faisais un bisou sur le front de mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants, je les voyais dormir, moi. Parce que des habitudes avaient été créées et des fois, c'est difficile de transformer le logiciel des collaborateurs. Donc c'est tout un processus de changement. J'ai vécu des périodes de 70 heures de travail, comme beaucoup d'agents immobiliers doivent en vivre actuellement. Et je me suis rendu compte que la quantité ne faisait pas forcément la qualité. De 70 heures à 1h30 par semaine sur son agence, c'est une des raisons pour lesquelles on connaît Cédric Laporte. Et c'est mon invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast Disrupteur Immobilier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que nous sommes présents sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube. Donc vraiment, calez-vous que ce soit devant votre écran, dans votre voiture, sur votre smartphone. On est dispo partout. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, Cédric, déjà, bienvenue, puisque là, c'est moi la star qui interviewe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler de toi, donc bienvenue à toi Cédric. Comment est-ce que ça va? Yes, écoute, ça va super bien Jean-Philippe, ça me fait plaisir de changer de place aussi de temps en temps, donc de t'avoir en intervieweur et puis moi en interviewé. Voilà, très bien. Donc pour une fois, c'est moi le fainéant. Alors, tac, je me prends un scud. Voilà, non mais c'est pas parce qu'il faut le dire, donc j'en profite au moins que le monde sache. Voilà, alors, donc Cédric, il y a pas mal de monde aujourd'hui maintenant qui te connaît dans le milieu de l'immobilier, ouais. Mais en fait, on n'a jamais eu le plaisir d'en savoir beaucoup plus sur toi. On n'a pas de vidéos, on a plein de vidéos sur ta chaîne YouTube que tu avais créée à la base il y a quelques années, et on n'a jamais eu de podcast ou de vidéos aussi un petit peu sur ton histoire de toi en tant qu'entrepreneur. Or, on sait qu'aujourd'hui, comme tu es connu notamment pour être passé de 70 heures par semaine à 1h30 sur ton agence, eh bien, les directeurs d'agence qui nous regardent notamment souhaitent connaître les grands secrets de Cédric Laporte. Et donc, écoute, on va livrer quelques-uns de tes secrets aujourd'hui de fabrication. Donc, ma première question pour toi, Cédric, c'est déjà, comment est-ce que tu as envie de te présenter? D'où viens-tu? Merci Jean-Philippe. Écoute, déjà, j'aimerais tordre une idée reçue, c'est que je ne suis pas un feignant. Bien que le titre laisse penser que de 70 heures à 1h30, je cherche à limiter au maximum mon temps de travail. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vécu des périodes de 70 heures de travail, comme beaucoup d'agents immobiliers doivent en vivre actuellement. Et je me suis rendu compte que la quantité ne faisait pas forcément la qualité. Et voilà, je ne vais pas faire le détail depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui de tout ce que j'ai vécu. Je vais essayer de donner quelques informations concrètes et puis peut-être directement applicables pour ces directeurs d'agences immobilières, pour qu'ils comprennent finalement qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là, d'où je suis parti. Mais pour faire simple, moi j'ai récupéré une agence immobilière en 2015. Donc, j'ai travaillé dans cette agence de 2002 à 2015 en tant que conseiller immobilier. J'ai eu d'excellents résultats. Et puis, chemin faisant, le propriétaire, un jour, m'a dit « Écoute, Cédric, t'es l'être tout désigné pour récupérer cette agence et puis poursuivre finalement ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, poursuivre l'idée d'une agence familiale, la culture d'entreprise et tout ça. » Donc effectivement, c'est une agence qui est familiale. Elle a été créée en 68. La mère l'a transmis à son fils. Ensuite, son fils me l'a transmis à moi. Et moi, j'arrive en 2015. J'étais très compétent en vente. Je faisais plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. J'étais très connu sur mon secteur. Mais je n'étais absolument pas compétent en management, en gestion d'entreprise et tout ça. Bien que j'ai été agent commercial, mais on sait que on est vraiment sur quelque chose qui est, c'est basique en termes d'entrepreneuriat, de gestion d'entreprise et tout ça. Donc voilà, ça a été la première chose. Donc je quitte mon poste de conseiller immobilier, comme beaucoup de directeurs d'agence, pour devenir directeur d'agence. J'ai une collaboratrice et de 2015, pour la faire courte, à 2018, j'ai vécu les pires années de ma vie, clairement. Pourquoi? Parce que ce changement de casquette, je ne m'imaginais pas à quel point c'était autant challengeant de gérer de l'humain. De gérer de l'humain et en même temps de se gérer soi. C'est-à-dire de gérer ses propres émotions. Soi-même par rapport aux autres. Exactement. Et
à l'époque, moi, j'étais quelqu'un qui... je me refusais l'échec. À tel point que ça me mettait une pression sociale énorme. C'est-à-dire que je n'imaginais pas pouvoir échouer parce que pour moi, c'était la fin du monde. Les gens allaient se dire, mais quelle pauvre merde, hein, voilà, bip voilà, il a repris une agence qui tournait depuis 1968, il a trouvé le moyen de se casser la figure. Donc j'avais vraiment cette pression-là sur moi, si tu veux. Et sur cette période-là, ça a été très compliqué parce que j'ai tout donné pour mon entreprise. Vraiment, je me suis donné corps et âme. Je partais le matin... à 7h30 du matin, voilà, je faisais un petit bisou à mes enfants qui dormaient encore dans le lit. Je travaillais toute la journée comme un acharné. Et je rentrais le soir, il était 22h, je faisais un bisou sur le front de mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants, je les voyais dormir, moi, hein, le matin et le soir. Et à côté de ça, de manière un petit peu insidieuse, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire, j'ai commencé également à prendre des stupéfiants. Donc ça, bon, voilà, ça sont des choses qui montrent qu'on est dans un mal-être finalement, mais on s'en rend pas compte parce qu'on a cette forme de compensation qui est là. Donc tout ça pour compenser quoi ? Le fait que je passais plus de temps avec ma famille, le fait que j'avais... plus de vie privée, hein. Clairement, je partais le matin, donc je te dis vers 7h30, je rentrais vers 22h, et le week-end, je trouvais le moyen de retravailler encore de nouveau. Donc vraiment, c'était une période qui était très compliquée. Jusqu'au jour où on était aux alentours de 2017, ma fille rentre dans ma chambre avec son grand sourire, c'était un dimanche, et elle me dit « Papa, est-ce que tu seras là pour mon anniversaire cette année ?» Et là, je me suis pris une claque, mais énorme. Je pense que ça a été un véritable déclic pour moi. Ma fille m'a sorti, entre guillemets... souvent, les enfants sont des vecteurs d'apprentissage. Hein. Ouais, complètement. Tu vois, elle m'a sorti de mon truc et je me suis dit, mais attends, mais quel mec je suis, quoi, quel père je suis pour que ma fille me demande si cette année, je vais être présent pour son anniversaire, quoi. Et donc, voilà, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais être là cette année et tout ça. Et dans la foulée, en fait... j'ai tout de suite, on était dimanche, le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un coach que j'ai trouvé sur Internet. Donc, premier coach, c'est un coach de vie. Par la suite, j'ai trouvé un coach sportif et tout ça, parce que il faut savoir qu'à cette époque-là, donc je consommais en plus de ça la clope, de l'alcool et compagnie. J'étais à 1 litre de whisky par semaine. Hein. C'est-à-dire que ça va vite. En fait, tu te prends 2 petits verres le soir en rentrant. À la fin de la semaine, tu as terminé une bouteille, en fait. Petit joueur. Petit joueur, ouais. Ouais, c'est peut-être que dans le Nord, les normes ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça avait un véritable impact sur mon état d'esprit, mais également physiquement. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je courais même pas 5 km, hein, vraiment. Donc, j'étais dans un état physique pas terrible, état psychologique au bord du burn-out. Voilà, en gros, un petit peu le tableau. Je pesais 96 kilos, j'en pèse 75 aujourd'hui. Et le lendemain, donc, je prends rendez-vous avec ce coach. Je suis parti, je le rencontre. Et à ce moment-là, en fait, c'est là qu'a commencé le véritable travail que j'ai fait pour changer en fait d'état d'esprit. Et ce que je veux dire aux agents immobiliers qui nous regardent aujourd'hui, qui sont dans une situation où actuellement ils sont à fond dans leur agence et finalement ils sont un petit peu comme si on est, tu sais, quand on est sur une autoroute à une vitesse très élevée, eh bien le champ de vision se rétrécit véritablement et donc on a la tête, comme on dit, dans le guidon, là c'est dans le volant, et on ne voit pas ce qui se passe à côté. Et le problème, c'est qu'on peut faire ça pendant des années, voire des dizaines d'années, et ne jamais se réveiller finalement jusqu'au jour où voilà, c'est trop tard et c'est fini. Donc déjà, je remercie ma fille pour ça et ce déclic qui m'a permis de changer de trajectoire. Ok, super. Et donc, de cette période où tu travaillais énormément jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer, il y a dû y avoir un switch à un moment donné. Donc, tu nous as expliqué avec le coach, etc. Mais qu'est-ce qui concrètement a fait passer de l'ancien Cédric au nouveau Cédric ? Ouais. Alors, à ce moment-là, donc, j'ai découvert le coaching. C'est une approche que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est une personne qui te pose des questions, mais finalement qui ne t'apporte pas les réponses. Et c'était assez perturbant parce qu'on faisait des séances, il me posait des questions, et parfois il me donnait des vérités comme ça qui allaient à l'encontre de mes croyances. Et ça tournait dans ma tête les jours suivants, tu vois, j'étais assez mal à l'aise. Et en fait, tranquillement, il a explosé littéralement mes croyances limitantes.
Et ces croyances, c'était quoi? C'est qu'à l'époque... Ce que j'allais dire, est-ce que tu en as une qui t'a marqué? Bien sûr. La première croyance, déjà, c'est que on peut échouer. Et ça, tu vois, déjà, rien que ça peut paraître complètement bateau comme réponse. Mais quand tu as une telle pression que tu dis que tu ne peux pas échouer, c'est-à-dire que tu ne te relâches pas. Tu ne laisses pas les choses se faire. Tu ne laisses pas aller ta créativité. Tu ne laisses pas aller les initiatives. Premier point. Deuxième point, au niveau du management, j'ai ma manière de faire, je sais qu'elle marche. Donc tout le monde doit faire comme ça. Grave erreur. Parce que tu prends n'importe quel individu sur la planète, personne ne va dupliquer à la virgule près ce que tu fais. Il y a autant de monde que de personnes sur cette terre. Oui. Exactement. Et donc ça, j'ai compris ça, et j'aime bien cette phrase que dit Hansa, notre responsable du back-office à Madagascar. Elle dit, mais Cédric, que tu fasses 5 plus 4, ça fait 9. On est d'accord? Oui. Et que tu fasses 7 plus 2, ça fait 9. On est bien d'accord? Donc au final, ce qui compte, c'est le résultat. On est bien d'accord. Donc ça a été véritablement game changer. Et je sais que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui sont limités par ça. C'est-à-dire que quand ils auront compris, à mon sens, que tu peux effectivement vivre une autre vie, aller vers un autre monde, donc ce que je vis actuellement avec seulement 1h30 de travail par semaine sur mon agence immobilière, mais ça change complètement la donne en réalité. Donc, un des switches que tu as fait, c'est aussi de comprendre en management qu'il vaut mieux, en tant que chef d'entreprise, se focaliser sur les résultats attendus de ses collaborateurs plutôt que plus que sur la manière avec laquelle ils parviennent à ce résultat. Donc c'est ça en fait que tu as compris. Exactement, ouais. C'est ce qui est le plus important. Et à ce moment-là, donc bon, tu peux imaginer que j'étais un peu un chef d'entreprise tyrannique parce que je n'acceptais pas que l'on fasse différemment de moi. Je repassais derrière mes collaborateurs systématiquement. Donc, tu perds énormément d'énergie. Ce qu'on appelle le micromanagement en fait. Exactement, tu perds énormément d'énergie, énormément de temps et tout ça. Et à cette période-là, alors c'est pareil, ça c'est important je pense pour les directeurs d'agence qui nous regardent, c'est que de toute façon le mal était fait. C'est-à-dire que à cette époque-là, avec l'équipe avec laquelle j'étais, c'était quasiment impossible de partir sur un autre modèle. Parce que les relations avaient été créées comme ça et il a fallu faire ce qu'on appelle un reset. D'accord, parce que des habitudes avaient été créées et des fois, c'est difficile de transformer le logiciel des collaborateurs. Ouais. Donc, c'est tout un processus de changement et des fois, c'est pas possible. Donc, tu as fait un reset. Ouais, exactement. J'ai fait un reset à ce moment-là et donc, j'ai pris la décision que j'allais remplacer littéralement l'équipe. Et c'est une époque aussi où j'avais réalisé mon premier exploit sportif. On était en 2019 et je venais de finir l'ascension, de réaliser l'ascension du Kilimandjaro. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai commencé à gagner des points de confiance. La confiance, pour moi, c'est pas quelque chose qui se construit comme ça d'un coup. Tu travailles le matin, tu es confiant, ça y est, tu vas y arriver. Ce sont des petits pas que tu fais tous les jours. Au début par des petites victoires sur lesquelles tu te félicites. Et puis au fur et à mesure, tu augmentes les victoires comme ça. Et ça devient addictif parce que tu vois, là, à l'époque, moi, c'était le Kilimandjaro, alors que je courais pas 5 km. Aujourd'hui, je m'apprête à courir un 75 km au Mont Ventoux avec 4000 de dénivelé et les 100 km de la Maxi Race en trail avec 6000 mètres de dénivelé. Mais jamais, en 2019, j'aurais imaginé faire ça. Ce que les agents immobiliers aujourd'hui doivent se dire, c'est que le monde qu'ils vont vivre, s'ils appliquent des changements radicaux dans leur méthode de faire, dans leur façon de penser, sont des choses qu'ils n'imaginent même pas encore aujourd'hui. Les millions d'euros que je génère aujourd'hui et le patrimoine que j'ai aujourd'hui, jamais je n'aurais imaginé l'avoir à l'époque. Alors que pourtant, en plus de ça, on est en train d'expliquer que je suis passé de 70 heures à 1h30 par semaine sur mon agence immobilière. Et tout ça, en fait, ça part de changements simples. J'aime dire aussi que, tu vois, je suis quelqu'un de naïf. Le problème que je rencontre avec certains des coachés au départ, c'est que ils sont pas suffisamment ouverts à l'opportunité. Des coachés? Ouais, mais exactement, ouais, des coachés, des personnes que tu peux voir, des directeurs d'agence et tout ça, ils sont pas suffisamment ouverts au départ. Ils croient pas
réellement au fond d'eux que tout est possible et tout est réalisable. Et ça, c'est vrai que quand on sait ce qu'on sait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et quand on n'est pas encore... quand on n'a pas encore cette image de soi qui a réussi, qui est élevée, c'est très difficile d'arriver à ça. Et là où je veux en venir, c'est que j'aime beaucoup une vidéo de Philippe Gabillier, je ne sais pas si tu vois de qui il s'agit, c'est un prof à l'ESCP Europe, et il fait une vidéo sur la chance, et il explique que la chance, c'est une compétence. Et pour avoir de la chance, il faut déjà être ouvert aux opportunités. Une personne qui est fermée aux opportunités ne peut pas réussir. La chance sourit aux esprits ouverts. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te parlais de naïveté tout à l'heure, parce que je pense qu'il faut avoir cette naïveté-là, dès le départ, de croire que tout est possible. Ok. Et donc, merci beaucoup. Pour revenir, par conséquent, à ton agent, donc tu nous as parlé d'un reset que tu as effectué. Donc, en fait, j'aimerais, si tu es d'accord avec ça, que tu nous amènes petit à petit sur, ok, depuis ce reset-là, qu'est-ce qui t'a amené de ce reset à ces 1h30 par semaine en tant que directeur d'agence? Ouais, exactement. Donc, on a fait ce reset et à partir de là, eh bien, j'ai pu appliquer ma vision et suivre ma mission de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Et tu le sais parce que c'est exactement les fondations que tu as créées dans la formation Le Déclic que suivent les directeurs d'agence que l'on accompagne pour performer aujourd'hui. C'est que si tu n'as pas défini une mission de vie, que tu as une vision forte de là où tu veux aller, tu ne vas absolument nulle part. Et à partir de là, donc j'ai décidé que je n'allais plus être esclave de mon entreprise. Donc ça a commencé par, on va dire, une vision. Alors, exactement. Okay. Ouais, une vision grâce à mon coach qui m'a aidé à ouvrir les yeux là-dessus, qui m'a dit, mais attends, on peut très bien, et au contraire, des excellents entrepreneurs, chefs d'entreprise, ne sont pas des gens qui sont tous les matins et les soirs comme Elon Musk dans leur bureau et même à dormir sur le tapis, tu vois. C'est pas du tout la vérité, ça. Au contraire, quand on est gérant, on doit développer sa créativité, sa vision, et ça, pour ça, on a besoin de temps pour penser. On a besoin d'avoir du recul sur les choses. Quand on est trop dans le business, on ne voit pas les opportunités, voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc voilà. Donc il a fallu prendre ce recul-là, et de là, c'est là où j'ai commencé à créer le système DRM. Délégation, recrutement, management. Donc comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que si vous voulez vous libérer du temps, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous voulez avoir du temps pour vous, la première chose que vous devez faire, c'est déléguer toutes les tâches à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire toutes les tâches sur lesquelles vous n'êtes pas indispensable. Et pour ça, c'est très simple. Il faut calculer, entre guillemets, il faut calculer tout simplement votre taux horaire et vous dire, OK, tout ce qui est en dessous de mon taux horaire, je dois le déléguer. Okay. Donc, première étape, c'est ça. Alors, pour un chef d'entreprise, comment est-ce qu'on fait ça? Au départ, il faut avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir investir dans la délégation. Une personne qui démarre de zéro, c'est très compliqué. Donc, il va devoir d'abord lui produire, lui faire du chiffre d'affaires. Une fois qu'il arrive à un premier palier de trésorerie, eh bien de là, il va pouvoir mettre en place son premier palier de délégation. Et ce premier palier de délégation, moi j'avais à peu près 50 000 euros qui traînaient sur les comptes. Je dis allez, c'est parti. J'ai cherché une assistante, mais j'ai pas pris une assistante en France. J'ai pris une assistante à Madagascar. Je m'étais pas mal renseigné sur le sujet, tout ça. J'avais été sur le site 5 euros à l'époque. Je crois que maintenant il s'appelle ComeUp. Tu as Malte également qui existe. Et donc j'ai été recruter une assistante à Madagascar qui s'appelle Anitcha. Et je lui ai transmis en fait 80% des missions que j'avais à l'agence. Parce que, en fait, qu'est-ce que je faisais à l'agence? Je m'occupais de ma comptabilité, je préparais les compromis de vente, je répondais au téléphone, voilà, je faisais tout le travail administratif de rentrer mes propres fiches Netty, parce que je travaille avec le logiciel Netty, tout. Je faisais tout l'administratif, tout ce qui finalement... étaient des véritables bouffeurs de temps. En tout cas, pas d'importance stratégique pour l'agence. Exactement, aucune importance stratégique. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Vu qu'elle est à distance, on a changé le système de téléphonie à l'agence de manière à ce qu'elle puisse même, elle, recevoir les appels et faire l'assistante commerciale. Les outils aujourd'hui qui existent pour communiquer avec les visioconférences, les vidéos enregistrées comme des Loom,
LOOM pour ceux qui veulent connaître l'orthographe exacte. Tous ces systèmes-là commençaient à émerger et donc je lui ai préparé des formations. À chaque fois que je réalisais par exemple un compromis de vente, plutôt que d'être en synchrone, c'est-à-dire en même temps qu'elle en train de présenter quelque chose, eh bien en asynchrone, je filmais mon écran avec le logiciel Loom et eh bien je lui expliquais au fur et à mesure, tiens, voilà, tu vois ici dans cette case-là, tu remplis ça. Tu lui envoyais les instructions. Exactement. Donc je lui ai transmis la compétence et au bout de 6 mois, elle était autonome. Ok, c'est super. Et donc, cette délégation-là t'a permis donc de dégager ce fameux temps, puisque c'est la première étape que tu as mentionné, de déléguer certaines tâches. Et donc, tu as pu prendre ce temps de recul pour développer aussi ta vision. Ouais. Et donc, quelle a été la suite ? Alors, la suite... pour t'amener à ces fameuses 1h30 par semaine. Exactement. Donc la suite, j'ai trouvé ça très sympa en fait, Jean-Philippe, le fait de pouvoir me reposer sur quelqu'un. Là où avant, tu vois, j'étais incapable de déléguer, je me suis rendu compte que c'était super agréable. Je vous ai dit qu'il faisait rien. et ça m'a redonné foi en moi, ça m'a redonné de la passion pour le métier. Parce que tu sais, au bout de 15-20 ans de métier, au bout d'un moment on s'essouffle un petit peu, donc ça m'a permis aussi de me redonner un nouveau souffle dans le métier, et de là je me suis dit maintenant c'est le moment d'embaucher. C'est le moment d'embaucher d'autres commerciaux qui vont faire le travail à ma place. Je vais leur transmettre la compétence de devenir d'excellents vendeurs. Et c'est là où j'ai recruté en 2020 notamment Nadège, notamment Romain qui a fait 128 000 € de chiffre d'affaires en seulement 3 mois, dès ses 3 premiers mois, avec la méthode que je lui ai présentée. Nadège qui est arrivé la 2e année aux alentours de 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc vraiment, ça a été game changer parce que voilà, moi j'ai pu mettre ça en place. J'ai aussi délégué la direction de l'entreprise à Valérie qui avait créé le pôle gestion locative. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure, j'ai toujours cherché à optimiser comment j'allais pouvoir déléguer, et avec l'idée en tête que j'allais pas vivre ma vie en région parisienne. Donc ça, c'était une vision que j'avais au fond de ma tête, c'était vraiment de me dire ok, je vais à un moment donné je vais vouloir voyager parce que ça fait partie de mes rêves. J'aime cuisiner, j'aime voyager, j'aime lire, j'aime découvrir le monde, et j'avais besoin j'avais envie de ça. Donc voilà, j'ai commencé à mettre en place tous les systèmes de délégation, et je me suis dit vers 2021-2022 on va faire le switch avec les enfants, on va partir vivre ailleurs. Voilà. Et à ce moment-là, donc, j'ai accéléré, on va dire, le processus de délégation. Et ce que je veux passer comme message ici aux entrepreneurs, c'est que souvent, on attache une valeur beaucoup trop émotionnelle, une importance trop émotionnelle à son entreprise. Et ça, c'est un véritable ennemi pour un entrepreneur. C'est-à-dire que... Nous ne sommes pas notre entreprise. Exactement, on n'est pas notre entreprise. Un entrepreneur doit apprendre à travailler sur son entreprise et pas dans son entreprise. Et ça fait toute la différence. Et ce détachement aussi que j'ai émotionnel avec mon entreprise fait que même si demain, ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave. Je referai autre chose. Et est-ce que tu penses que tu prends des meilleures décisions aussi ? Ouais, exactement. Alors tout ça, ça a été véritablement le travail du coaching qui m'a rendu antifragile. Dans le sens où la confiance en soi, souvent on pense que c'est le fait de croire qu'on va tout réussir. Mais en réalité, la confiance en soi, c'est de croire en sa capacité de rebond. Et c'est pour ça que ça a été un changement énorme pour moi. Comme je te le disais au début, pour moi, l'échec, c'était la fin du monde, quoi. Vraiment, je me relèverai pas parce que un échec fait que c'est l'échec, c'est la fin du monde. Et au final, eh bien, pour moi, j'ai fini par aimer les échecs parce que j'en ai vécu plein. Tout n'a pas été rose. Quand j'ai dû faire un reset, ça c'est un autre point qui est important pour un chef d'entreprise, c'est que quand la situation on la vit mal, par exemple, quand on sent que dans son entreprise, on n'est plus aligné avec ses collaborateurs sur ce qu'on fait, on ne suit plus sa raison d'être. Si vous continuez comme ça pendant 10-20 ans, vous allez devenir des vieux aigris, des gens qui vont montrer une image du monde déplorable à leurs enfants,
parce que voilà, vous avez vécu pendant 20 ans dans la souffrance, dans quelque chose que vous vouliez pas, que vos collaborateurs, c'est que des gens qui vous tiraient vers le bas, et ainsi de suite. Tu vois, un petit peu les discours qu'on peut entendre. Et ça, le seul moyen de se détacher de ça, c'est de suivre sa raison d'être. Et il faut être capable, à un moment donné, et je sais que c'est très désagréable pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, sur l'agence immobilière, mais également sur Disrupteur, de créer du chaos. Alors ça fait peur, parce que quand on se dit « je vais faire partir l'ensemble de mes collaborateurs », j'avais 6 collaborateurs, et je vais repartir de zéro tout seul. Avec une agence immobilière, je peux te dire que tu te... Voilà. Ah, il en faut du courage. Il faut y aller, tu vois. Mais il y a mon côté naïf. Voilà, d'un autre côté, qui me fait dire que... Qu'est-ce que ce côté naïf t'a apporté ? Bah, ce côté naïf m'a dit, de toute façon, vas-y, quoi, fonce, crois en toi, tu vas rebondir, t'as acquis des compétences là sur ces derniers mois qui fait que ça va le faire. Et il faut croire, de toute façon, à un moment donné, on est obligé de sortir de sa zone de confort, on est obligé de se mettre en insécurité. Ça fait partie du jeu, mais il faut essayer de se mettre le moins possible en danger. Et donc, j'ai fait à ce moment-là ce saut-là. Et je faisais le parallèle à Disrupteur parce que on a vécu aussi une période difficile chez Disrupteur Immobilier, notamment lorsque on a mis en place une équipe commerciale et on s'est rendu compte que le modèle économique qu'on avait choisi n'était pas cohérent avec ce qu'on a mis en place avec cette équipe de commercial. Donc j'ai dû virer sur un mois 8 commerciaux de manière à repartir sur une page blanche et redémarrer. Alors c'est vrai que les gens voient la success story, ah t'as vu, il fait des millions et tout ça, il avance à toute vitesse, mais derrière, il faut en permanence se remettre en question, s'assurer que on suit toujours sa vision et sa mission de vie. Et si on ne suit pas ça, si on ne suit pas la raison d'être de son entreprise, il faut changer. Il faut avoir le courage de dire stop et de changer, parce que plus un chef d'entreprise va attendre. On peut prendre un exemple. Lorsque vous recrutez quelqu'un et puis au début, vous avez des petits signaux. Vous dites, c'est bizarre, il y a des trucs où, je sais pas, je le sens pas. Il faut faire confiance à son intuition. Ok. L'intuition est hyper importante pour un chef d'entreprise. Alors, musclez votre intuition et faites-lui confiance. Ok. Et donc, si tu devais citer une action majeure de délégation, celle qui vraiment t'a permis de t'extraire totalement de ton agence immobilière, ce serait laquelle ? L'essentiel. Si tu avais une action qui t'a permis vraiment de... Hey, là, c'est bon, c'est ça qui m'a permis de tout déléguer. Par exemple, ça peut être le recrutement d'un manager, par exemple. Ouais, alors je pensais à une valeur. Vu comme ça, je la partage, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut se faire confiance et il faut faire confiance à l'autre, surveiller les petits détails. Mais effectivement, recruter, déléguer et recruter des personnes par strate. Okay. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est-à-dire, commencez pas tout de suite par déléguer à un directeur d'agence. Non. Okay. Commencez par recruter au plus bas l'assistante. Ensuite, après, les collaborateurs que vous voulez dans votre équipe. Ensuite, après, un directeur d'agence. De la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Exactement. Moi, je le conseille de cette manière-là. Après, vous pouvez recruter aussi une assistante, prendre une directrice d'agence et après lui demander de recruter les collaborateurs, mais vous avez intérêt à avoir une sacrée trésorerie. Alors que, voilà, si vous mettez en place, vous, les collaborateurs, vous n'avez pas un salaire supplémentaire de directeur d'agence à payer, c'est vous qui êtes le directeur d'agence, donc vous rémunérez vous faites monter les gens en compétence jusqu'à temps qu'ils atteignent un certain seuil de chiffre d'affaires et ainsi de suite. Et autre chose qui est important, c'est que là, on est en 2025 au moment où on tourne cette vidéo-là. On est en train de sortir, on va dire, légèrement, tranquillement d'une crise. Ce que m'a appris cette crise immobilière, c'est que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui maximise les profits avec un minimum de dépenses. Et ça, c'est un vrai problème aussi en France. C'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs sont très fiers parce qu'ils vont atteindre 100, mais pour atteindre 100, ils ont dépensé 120. Et là, il y a un problème. Là.
parce que nous, on n'est pas l'État. On ne peut pas cumuler une dette colossale. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, sa trésorerie, c'est son poumon. Son pouvoir face aux banques, c'est sa trésorerie. Son pouvoir face à des partenaires, c'est sa trésorerie. Parce que si vous ne pouvez plus payer un partenaire, un truc, un machin, vous allez très vite être blacklisté. Pareil pour la banque. Donc, l'entrepreneur, ce qu'il doit surveiller absolument, c'est ses chiffres. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années. Parce que même si j'ai été coaché, j'ai fait quelques erreurs sur le chemin. Il n'y a que toi qui fais des erreurs. Ouais, voilà, mais je pense que tout le monde en fait et c'est normal et il faut en faire. Et surtout, il faut apprendre de ses erreurs. C'est que je gérais trop à un moment donné mon entreprise à l'émotionnel. L'émotionnel doit être banni littéralement, on l'a dit tout à l'heure, de toute prise de décision. C'est important de bien différencier l'émotionnel à sa place, mais pas dans la prise de décision. Exactement. L'émotionnel, il est important dans la gestion de la relation, c'est-à-dire qu'on doit être soit avec les gens, on ne doit pas être froid, il doit y avoir du courant qui passe, ça ce fluide-là est indispensable. Par contre, lorsque l'on prend des décisions, on doit mettre de côté l'émotionnel, on doit uniquement se baser sur les chiffres. La rationalité. Exactement, la rationalité, c'est ce qui va faire toute la différence. Et ensuite, après, j'aimerais te partager un autre point, Jean-Philippe. Vas-y. C'est que moi, mon objectif avec l'agence, ça n'a jamais été de gagner 5, 6, 7, 8, 10 000 euros. Enfin, en tout cas, depuis que j'ai décidé toute cette restructuration. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je passe 1h30 sur mon agence ? C'est parce que moi, j'ai un objectif de liberté et de développement autre que l'agence immobilière. Donc, je vois mon agence immobilière peut-être différemment que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui. C'est-à-dire que mon agence immobilière, mon ancien patron, il a récupéré cette agence immobilière à sa mère qu'il avait créée en 68. Entre 1968 et 2015, date à laquelle il me vend l'agence, il m'a vendu l'agence 50 000 euros. Donc clairement, c'est pacotille. C'est une agence immobilière qui ne fait que de la transaction, ça vaut rien. De 2015 à 2025, cette agence immobilière est valorisée à 480 000 euros. Ça veut dire que chaque année, tu as fait plus de 20% en fait, de croissance. 25,38% de croissance par an. Oui, c'est une super croissance. Super croissance, 20% par an pour une entreprise chaque année sur 10 ans. Va trouver un placement qui te permet de faire ça, ou même en immobilier. Et là, aujourd'hui, on a la majorité des professionnels de l'immobilier, des directeurs d'agences immobilières qui ont, Catherine du JDA me disait, 53, 54 ans. Le problème qu'on rencontre, c'est que les gens attendent toujours le dernier moment pour se rendre compte que la retraite est proche. Ils se voient éternels. Exactement. Et très souvent, d'ailleurs, ils gèrent mal leur exit parce qu'ils sont en bout de course, ils sont fatigués. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on doit penser le plus tôt possible, la valorisation. Donc, moi, l'agence immobilière, je la vois comme un système qui va me générer 1 million, 1,5 million d'ici 2032. Pourquoi ? Parce que non seulement l'agence immobilière, on est en train de construire un parc locatif, et je sais qu'il me faut 600 lots pour la revendre 1 million d'euros, plus la transaction immobilière, mais qui n'a pas une grande valeur. Et l'agence immobilière rembourse le crédit de l'immeuble dans lequel elle est installée, que j'ai acheté un peu moins de 400 000 euros et qui se valorise, qui se revendra aux alentours de 500, je l'espère, d'ici 10 ans. Donc, il faut aussi passer à ce niveau supérieur qui, pour moi, est le niveau ultime, c'est l'entrepreneur investisseur. Trop d'entrepreneurs aujourd'hui, plus de 90% des entrepreneurs sont des entrepreneurs, point. Le niveau ultime, entrepreneur investisseur. Ok. Ensuite, ce que j'ai appris avec Disrupteur Immobilier, donc notre centre de formation, c'est que si tu veux véritablement faire de la super croissance, tu ne dois pas recruter des collaborateurs, tu dois recruter des leaders. Et à partir du moment où tu t'entoures de leaders, ton entreprise va croître à une vitesse que tu n'imagines même pas.
Donc un leader, c'est quoi? C'est une personne qui a une très grande autonomie personnelle. C'est-à-dire qu'elle est capable, elle a une grande proactivité. Elle est capable de voir ce que tu ne vois pas. Et donc, ça va être de placer au poste stratégique la communication, le marketing, le back-office aussi. On peut en parler parce que c'est très important. Aujourd'hui, il faut être en quête de systèmes d'automatisation et de ça qui vont permettre à l'entreprise de trouver des systèmes pour aller plus vite. Au niveau de la délivrabilité et autres, c'est de trouver des personnes qui sont plus compétentes que toi au poste où elles sont. Et je crois que c'est une phrase de Steve Jobs qui dit ça sert à quoi de recruter des gens intelligents si c'est pour leur dire ce qu'ils doivent faire? C'est à eux de dire aux dirigeants ce qu'ils doivent faire dans leur service. Et pas comment faire. Je n'attends pas de mes collaborateurs qui me disent comment faire, mais j'attends de mes collaborateurs qui me disent quoi faire. Exactement. Et donc ça, pour moi aussi, c'est un niveau supérieur d'entrepreneuriat. D'aller chercher dans son entourage proche des leaders. D'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, le fait de travailler sa marque employeur. Comment est-ce que tu parviens, toi, à attirer des talents, ce que tu appelles des leaders aussi, tu es des personnes qui ont la capacité à remporter l'adhésion aussi des personnes qui sont autour d'eux. Donc, super. Donc, écoute, je pense qu'on a fait plutôt le tour de tous les sujets qu'on souhaitait aborder. Exactement. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un très bref récapitulatif des étapes et de ce que tu souhaites délivrer comme message aujourd'hui. Bien sûr. Donc déjà, par rapport à 2015 et tout ce que tu as vécu, les échecs, les erreurs. Soyez ouverts. Déjà, la première chose, c'est soyez ouverts à un monde que vous ne connaissez pas déjà. Donc, soyez naïfs. Soyez naïfs, très bien. Soyez naïfs. Ok, super. Voilà, mais voyez-le du côté positif. On est les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités. Acceptez l'erreur. Acceptez l'erreur. Sachez que vous n'êtes pas le seul à bien faire. Le principal, c'est que le résultat soit atteint. Ok. Voilà, votre méthode la précise de comment vous faites, on s'en fout. Le principal, c'est le résultat. Ok, super. Fixez-vous une vision, une mission de vie forte, quelque chose qui fait sens pour vous et qui fait que vous allez vous battre tous les jours pour y arriver. Donc de se connecter vraiment à sa vision. Exactement. Et pour se connecter à sa vision, moi, tu sais, toutes ces années, je l'avais sous les yeux dès que j'ouvrais mon écran. Tous les matins, quand j'allais embrasser mes enfants, parce qu'ils font partie véritablement de mon projet de vie. Donc tout ça, il faut créer une forme de propagande, littéralement. Bien sûr, essayer d'évangéliser le monde avec notre vision. Et soi-même aussi. Il faut se convertir parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui viennent en inbound, d'informations et autres. Absolument. Et ça, voilà, il faut les fuir au maximum et il faut aller chercher les bonnes informations et la bonne dynamique, s'entourer des bonnes personnes. De l'intérieur vers l'extérieur. Exactement. Aussi. Très bien, donc ça. Et enfin aussi, il y avait travaillé sur son entreprise et non plus dans son entreprise. Et on va retenir aussi l'étape ultime pour toi d'entrepreneur, c'est d'être entrepreneur, investisseur qui recrute des leaders. Voilà, ça peut faire partie d'une vision que peut avoir un directeur d'agence aussi. Exactement. Donc, merci infiniment Cédric pour cet épisode. Je pense qu'il a instruit beaucoup de directeurs d'agence et de professionnels de l'immobilier. Quant à vous, merci d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche si vous êtes sur Deezer, etc. Toutes les plateformes, vous pouvez également vous abonner. Et dans la description de ce podcast, nous allons vous mettre un lien qui vous explique en détail la manière dont Cédric s'est débrouillé exactement dans sa méthode pas à pas avec le système DRM pour passer de 70 heures par semaine à 1h30 par semaine sur son agence. Merci les amis. Ciao, ciao. Ciao, bye.